Bon ben bonsoir. Donc aujourd'hui je vais faire une séance de rappel pour ceux qui sont nouveaux et aussi pour les autres je pense sur ce qu'on a dit l'année dernière. Et du coup j'ai rallongé, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai rajouté une séance pour que vous ne soyez pas volés. Donc au lieu d'arrêter le 10 novembre, on arrêtera le 17 et on s'intéressera après la fin. Donc la longévité après sa fin. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ça va vous faire juste une petite piqûre de rappel sur ce que je vous ai raconté pendant les 9 heures de l'année dernière. Ça m'a fait une piqûre de rappel à moi aussi, pour rien vous cacher. Donc voilà. J'y arrive. Donc si vous vous en souvenez, j'étais parti de cette question de la longévité en l'abordant dans la problématique qui est toujours la mienne, c'est celle d'une instabilité et d'un renouvellement permanent des structures vivantes qui opèrent à tous les niveaux, moléculaires et cellulaires, au niveau des individus aussi, mais bon, c'est plus triste. À quoi il faut ajouter une évolution des individus vivants, modifiés dans la structure de leur chromatine, dans la structure de leur réseau de neurones. C'est une individuation dans laquelle se loge une part d'individuation incluse dans le vieillissement. Le vieillissement est aussi une adaptation, c'est pas mal. Et ça distingue les organismes qui ont une mémoire de ceux qui n'en ont pas. Enfin, très peu, voilà. Donc, dans une approche de la longévité qui repose sur le renouvellement et ou l'évolution des structures, j'ai distingué les organes qui sont l'objet d'un renouvellement cellulaire continu, par exemple le système sanguin, l'intestin, la peau, etc., et de ceux qui ne sont que partiellement renouvelés, en particulier, évidemment, le système nerveux, où vous avez des cellules qui ne sont pas renouvelées, vous avez des neurones qui vivent aussi longtemps que l'individu, et d'autres neurones qui sont renouvelés, on a parlé de la neurogénèse souvent, en même temps que, évidemment, toutes les cellules sur lesquelles je ferai les cours dans les années qui viennent, qui s'appellent les cellules ancillaires du système nerveux, c'est-à-dire les macrophages, enfin, tous ces trucs qui ne sont pas du neurone, quoi, les cellules sanguines, les fibroblastes, qui, comme vous savez, sont l'essentiel des cellules du cerveau, 90% au moins. Le reste, c'est des neurones c'est très peu les neurones finalement. Voilà. Donc je reviendrai donc sur l'ambiguïté, je suis revenu l'année dernière sur l'ambiguïté du terme de vieillissement, selon qu'il est adaptatif ou pathologique, et parfois les deux. Donc l'année dernière, j'étais parti de l'article de Lopez-Otin qui distinguait entre différentes, qui m'a permis de découper le vieillissement en plusieurs parties, l'instabilité génomique, l'attrition des télomères, sur lequel je reviendrai rapidement, les altérations épigénétiques au niveau de la chromatine, la perte de ce qu'on appelle la protéostasis, la dérégulation des systèmes qui sentent, qui mesurent en fait les nutriments, en particulier le glucose. Le diabète est une de ces maladies de la dérégulation de ce système. Les dysfonctions mitochondriales, la sénescence cellulaire, évidemment, l'exhaustion des cellules souches, et puis les modifications des communications intercellulaires. Évidemment, tous ces systèmes interagissent entre eux. Ce sont 9 marqueurs qui sont pris comme ça, qui sont une bonne base de départ pour commencer à discuter. Mais ce sont des interactions qui peuvent se décliner, pour ainsi dire, à l'infini. Par exemple, le verrouillage de l'instabilité des modifications épigénétiques ou encore le raccourcissement des télomères qui, à travers les cassures de l'ADN double brun, participent à l'épuisement des cellules souches et génèrent de l'instabilité. Tout ça est en fait, on pourrait mettre des flèches dans tous les sens là, donc c'est pas très simple. Il reste que c'est une façon relativement honorable de penser la longévité ou le vieillissement selon qu'on est pessimiste ou optimiste. Donc la longévité, c'est la physiologie
Et les pathologies de cette longévité doivent se comprendre à partir de cette physiologie comme d'habitude. Donc j'avais commencé avec les cassures double brin et la chromatine et suggéré qu'une trop grande activité cérébrale pouvait créer des lésions. J'avais dit on pense trop et ça fait des trous. Donc en fait c'est vrai. Il y a un article là dont je vous donne le News and Views, mais c'est un article qui a été fait par Superbiel qui vous illustre un petit peu la chose. C'est que si vous prenez une souris qui dort, sa chromatine reste relativement normale. Et si vous la faites se promener, ça casse l'ADN. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Donc il ne faut pas trop penser. Mais ça se répare. Et là, c'est une diapositive qui est intéressante parce qu'elle vous montre que, évidemment, les lésions de l'ADN dans le génome participent au vieillissement cognitif. Comme vous savez, certains neurones ont notre âge. Et leur ADN a subi des lésions tout à fait nombreuses. Alors ça a été plus ou moins corrigé, plus ou moins réparé, par des mécanismes sur lesquels j'avais insisté l'année dernière, donc que je vais vous remettre à votre mémoire dans cette séance. Il y a un mécanisme qu'on appelle la recombinaison homologue, mais qui nécessite que les cellules prolifèrent. Et elle est très très fiable comme mécanisme, parce qu'en fait, le brin qui est réparé va aller copier le brin qui était resté intact à travers un système de recombinaison homologue. Et pour ça, il faut qu'il y ait une division cellulaire. Et puis quand il n'y a pas de division cellulaire, on peut aussi avoir qu'un seul mécanisme, c'est ce qu'on appelle le raboutage des brins, non-homologous unjoining, dans lequel on répare, mais quand on répare, on introduit des mutations. Et dans le neurone, chaque fois qu'on casse et qu'on répare, eh bien, on introduit des mutations. Alors évidemment, ça fait partie du vieillissement que d'introduire des mutations dans le génome des neurones. Ça peut aussi introduire de la diversité, donc ça peut être bon, hein. C'est rarement bon. Voilà. Donc, le vieillissement neuronal s'accompagne d'une augmentation donc, du nombre de cassures qui sont identifiées par des marqueurs de cassure qui sont en fait des histones, l'histone H2A qui est phosphorylé par une protéine ATM en fait, sur une sérine, la sérine 139, et qui marque spécifiquement la cassure des double brins. Donc, si vous mettez une souris dans un nouvel environnement, voilà une souris ici, elle est dans sa cage, et ensuite vous la mettez dans un nouvel environnement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous augmentez le nombre de cassures double brins. Ça, c'est une souris normale, hein, comme vous et moi, j'ose dire. Donc, elle rentre dans le truc, elle explore un peu, elle est intéressée, et paf, ça lui casse son ADN. Mais ensuite, vous la remettez dans sa cage de départ, là, et ça répare. Voilà. Donc, c'est pas mal. Le problème, c'est que si vous avez une souris qui a une mutation dans des gènes qui sont mutés dans la maladie d'Alzheimer, ben, ça ne répare plus. Voilà. Donc, en fait, ça vous met en avant un concept qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est normal de casser son ADN, mais il faut que ça se répare. Hein. Et en même temps, quand ça se répare mal. Donc, de toute façon, ce n'est pas une histoire qui va se terminer bien. Voilà. Donc, mais bon, ça peut durer un certain temps avant de terminer mal. Voilà. Donc, c'est toujours ça. Donc, ça, c'est ce qui arrive à cette malheureuse souris. Il faut que j'aille vite parce que cette séance est une séance de rattrapage, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait deux. Donc l'hypothèse que nous faisons, c'est que les cassures sont un phénomène naturel, de même, si vous voulez, que la mort cellulaire est un phénomène naturel, mais que ce phénomène doit être accompagné d'une réparation. Et en fait, les cassures ont aussi un autre avantage possible, c'est qu'elles facilitent les modifications de la chromatine, et donc elles modifient aussi l'expression de certains gènes qui peuvent être même impliqués dans l'apprentissage de la cognition. Donc il ne faut pas voir ces choses-là de façon trop catastrophiste. Encore que, bon. La différence entre les souris mutées sur les gènes qui sont mutés dans certaines formes familiales de la maladie d'Alzheimer et les souris sauvages suggère que le vieillissement pathologique n'est pas bon pour l'intégrité de notre ADN. Cela ne veut pas dire que cette intégrité soit conservée dans les organismes jeunes ou qui vieillissent en bonne santé. La question est plutôt du côté du vieillissement de la réparation. En fait, c'est des mécanismes de réparation qui vieillissent et qui font qu'on répare de plus en plus mal. Donc sur cette base, j'étais parti
sur l'instabilité génomique de façon plus générale. Je ne vais pas revenir dessus dans les détails, mais je rappellerai pour commencer la différence entre la réparation de l'ADN chez les cellules en division et chez les cellules postmitotiques. Donc, pour la partie neurale du système nerveux adulte, cela veut dire distinguer les cellules souches et les progéniteurs qui prolifèrent dans l'hippocampe, vous vous en souvenez, mais aussi dans la zone subventriculaire, et distinguer ces cellules donc en prolifération des cellules matures. Pour les neurones, les réparations mobilisées doivent permettre d'échapper à la mort ou à une sénescence par trop pathologique. Donc, le génome de tous les organismes est constamment modifié par les agents endogènes et exogènes. Alors, commencer la respiration mitochondriale, les réponses inflammatoires, les erreurs au cours de la réplication, les agents physiques et chimiques. Ça peut conduire environ à 100 000 lésions par cellule et par jour, donc dans le génome des mammifères. Donc, vous voyez que, comptez le nombre de jours que vous avez vécu, multiplié par 100 000 par cellule, ça fait froid dans le dos. Mais enfin, c'est comme ça. Donc ces lésions sont extrêmement diverses, depuis les mutations ponctuelles, juste un nucléotide qui est modifié, l'oxydation de l'ADN de façon un peu large, des cassures qui sont créées par des rayonnements, des translocations de fragments d'ADN, des intégrations de virus ou de transposons. Et ces modifications sont évidemment à réparer. Si elles ne sont pas réparées ou si elles sont mal réparées, les altérations s'installent qui induisent des catastrophes. Voilà. C'est en partie inévitable, et au cours du temps, l'accumulation de ces lésions est à l'origine des cancers, du vieillissement cognitif et toutes les sucreries auxquelles vous pouvez penser. Donc, je parlerai plus tard, à la fin du cours, probablement, de l'ADN mitochondrial. J'ai mis ça de côté l'année dernière, en 2013. Ce sont des mutations qui sont facilitées dans la mitochondrie par un environnement qui est très riche en molécules oxydantes, puisque la mitochondrie, c'est l'endroit où on fait de l'ATP. Donc, quand on fait de l'ATP, on fait des radicaux libres, et les radicaux libres ne sont pas bons, enfin, ils sont moyennement bons. Il ne faut pas entièrement jeter la pierre sur les radicaux libres. Un bon niveau de radicaux libres est assez bien, ça permet, c'est une action physiologique correcte. C'est si on augmente trop les radicaux libres qu'on oxyde, évidemment. Et puis, dans les mitochondries, il n'y a pas d'histone, c'est-à-dire que l'ADN est un ADN nu, et donc il est beaucoup plus sensible aux oxydations. Cela dit, on doit relativiser pour deux raisons. La première, c'est que l'essentiel des mutations dans les mitochondries est lié à la division des mitochondries. Ce sont des erreurs qui se produisent au cours de la réplication de l'ADN. Les mitochondries se divisent, comme vous savez. Et ensuite, on peut avoir pas mal de mitochondries malades, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que, vous savez, les mitochondries dans une cellule sont hétérogènes, comme elles prolifèrent pour elles-mêmes indépendamment de la cellule. Donc, si vous avez une mutation dans une mitochondrie, elle va proliférer. Donc, il y a plein de mitochondries mutées, mais à côté, il y a des mitochondries qui ne sont pas mutées, qui sont sympas, qui sont bien. Et donc, ce qu'on appelle l'hétéroplasmie, c'est-à-dire qu'on n'a pas, alors on peut aller en gros jusqu'à 60% de mitochondries malades et tout se passe bien, voilà. Donc, mais je parlerai des mutations mitochondriales parce que beaucoup de maladies du système nerveux sont des maladies mitochondriales. Donc la variété et la fréquence des lésions de l'ADN nucléaire, évidemment en adéquation avec la complexité de la réponse à ces cassures. Ce qu'on appelle la réponse DNA Damage Response, DDR, diffère selon les types de lésions considérées, mais tous les systèmes de réparation impliquent plusieurs étapes. Alors là, c'est ce qui se passe un tout petit peu. Donc, première étape, c'est évidemment... la première étape, c'est la détection de la lésion, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un système qui voit qu'il y a une lésion quelque part. L'accumulation des facteurs de réparation qui viennent se mettre au niveau de la lésion. Et puis la troisième étape, c'est la réparation de la lésion. Donc il y a trois étapes. Et il y a plusieurs types de cassures. Il y a des cassures simple brun, il y a des cassures double brun. On va juste, je ne vais pas faire tout le rappel sur les cassures simple brun, je vais juste vous parler des cassures double brun comme rappel. Je vous renvoie au cours complet qui est publié sur le site du collège. Donc si vous voulez avoir le cours complet, il est écrit, il est publié sur le site du collège avec les diapositives. Donc pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à ce qui s'est passé l'année dernière, vous y avez accès. Je ne parle pas de ce qui est filmé et des cours qui sont donnés
comme le monsieur là-bas est en train de filmer, mais vraiment, vous pouvez vous imprimer le cours lui-même. Hein. Donc, les cassures double brin sont néanmoins qu'on peut voir ici, sont les formes les plus importantes et les plus délétères des cassures de l'ADN. Donc, elles s'accompagnent d'une grande instabilité du génome et elles activent les mécanismes de mort cellulaire. Elles sont souvent induites par les radicaux oxygénés, les ROS, hein, qui sont le produit du métabolisme mitochondrial. Et elles interviennent, comme vous l'avez vu, à la fois dans des processus physiologiques normaux, je viens de vous le montrer, il y a des cassures d'ADN quand on pense, et puis elles interviennent aussi dans d'autres processus normaux qui sont plus classiques, par exemple la recombinaison au cours de la génération des immunoglobulines. Quand vous faites de nouveaux anticorps parce que vous rencontrez un agent pathogène ou une molécule étrangère, eh bien, les recombinaisons des immunoglobulines qui permettent de fabriquer un anticorps qui va reconnaître cet épitope pathologique ou étranger dérivent de cassure double brin et de recombinaison. Donc, au cours de la méiose aussi, vous avez des cassures double brin qui se font et qui permettent de générer de la diversité au moment de la formation des gamètes. Il existe deux systèmes de réparation, donc la recombinaison homologue, j'en ai parlé, et la recombinaison non homologue, non-homologous unjoining, NHEJ. Donc, je vous le disais, la recombinaison homologue nécessite, vous voyez ici, la recombinaison homologue nécessite une division cellulaire parce qu'on va aller chercher à copier le brin intact de la chromatine. Donc, en fait, il y a une sorte de mouvement dans le noyau où le brin cassé va aller rechercher le brin qui est intact et le copier. La recombinaison par raboutage, hein, on va l'appeler comme ça, c'est complètement différent. Donc, vous avez cette cassure. Il y a pas mal d'événements qui se passent là sur lesquels je ne reviens pas puisqu'on en a parlé, mais qui font que quand on raboute, eh bien, vous voyez, on introduit des petits bouts qui ne sont pas prévus dans le programme génétique. Donc, ça peut avoir des effets nuls, ça peut aussi avoir des effets qui ne sont pas désirés, ça peut aussi avoir des effets qui sont bénéfiques. Tout dépend où la cassure se fait et la séquence qui est réintroduite. Donc, la chromatine, c'est pas seulement l'ADN, la chromatine, c'est l'ADN et son habillage de protéines en particulier, joue évidemment un rôle dans la réparation. Donc, les cellules des mammifères contiennent plusieurs structures chromatiniennes. Par exemple, il y a les régions actives de la chromatine, qu'on appelle l'euchromatine, la bonne chromatine. C'est là où les gènes sont pour l'essentiel transcrits. Il y a les télomères, je vous raconterai ce que c'est que les télomères dans un instant, je vous le rappellerai plutôt. Il y a les régions intergéniques, des régions qui sont entre les gènes qui sont transcrits. Il y a les fourches de réplication quand la cellule se divise. Et puis, il y a les régions compactes de la chromatine, sur lesquelles je parlerai pas mal ces années, peut-être même à la fin du cours, qui s'appelle l'hétérochromatine. Et l'hétérochromatine, c'est une chromatine qui est silencieuse. C'est-à-dire que les gènes qui sont dans ces régions compactes sont peu ou pas exprimés dans une cellule. Donc ces régions se distinguent toutes par des patterns d'histones qui sont différents. Les histones, ce sont des protéines qui sont associées à l'ADN et des variétés de protéines qui se fixent à la chromatine, donc sont différentes selon ces régions, euchromatine, hétérochromatine, télomère, fourche de réplication, etc. Donc le nucléosome, vous savez, la chromatine est organisée en nucléosome. Ça, c'est un nucléosome. Un nucléosome comprend très exactement 147 nucléotides qui sont enroulés, vous voyez ici en rouge, ils sont enroulés autour de complexes d'histones, en fait 8 histones, c'est un octamère, dans lequel vous avez 2 dimères H3H4, H3H4, et puis 2 dimères H2A, H2B, que vous avez ici. Et c'est extraordinairement reproduit. Ce qui se passe, c'est que ces histones ont des queues N-terminales et C-terminales de la protéine qui sont modifiables. Et c'est essentiellement les régions N-terminales qui sont modifiables, avec des modifications qui sont soit des acetylations, et en général, ça permet plutôt une meilleure transcription. Vous avez des méthylations, vous avez des ubiquitinations. Les méthylations sont extrêmement importantes. Elles permettent soit d'activer la lecture du génome, soit au contraire de l'inhiber. Et ce ne sont pas les mêmes types de méthylation qu'on va trouver, par exemple, dans l'euchromatine ou dans l'hétérochromatine. Ces modifications qui se passent sur les parties N-terminales de nos histones
modifient leurs propriétés, elles modifient la structure de la chromatine et elles modifient les interactions avec d'autres partenaires protéiques, bien entendu. Donc, l'organisation de la chromatine peut aussi être modifiée par des complexes multiprotéiques qui sont organisés autour d'une ATPase, c'est-à-dire une protéine qui produit l'énergie à partir de l'ATP, qui libère l'énergie de l'ATP, et cette activité et cette énergie sont nécessaires pour déplacer le nucléosome et donner ainsi accès à l'ADN. Donc, ce sont des mécanismes relativement compliqués, sur lesquels je ne reviens pas parce qu'on en a parlé l'année dernière. Donc, la structure de la chromatine, comme je viens de vous le rappeler, influence la nature des gènes exprimés. Elle a donc ce qu'on appelle une fonction épigénétique, c'est ça l'épigénétisme. Il faut aller au cours de Edith Hearn, bien entendu, si on veut savoir très exactement ce que c'est que l'épigénétique, mais l'épigénétique, c'est justement ces modifications de la structure de la chromatine et qui, de cette façon, introduisent une mémoire dans le génome. C'est-à-dire que ça met des marques qui font que certains gènes ne sont pas exprimés, que dans un neurone, c'est pas comme un fibroblaste. Une cellule musculaire, c'est pas comme un fibroblaste non plus. Donc, quand un fibroblaste fait 2 fibroblastes, ça veut dire que quand il se divise, les marques qui sont épigénétiques, qui font qu'il se souvient qu'il est un fibroblaste et pas autre chose, sont transmises aux 2 cellules filles. Donc, c'est une mémoire, d'une certaine façon, de ce que je suis. Moi, fibroblaste, je donne 2 fibroblastes et pas autre chose. Sauf si, évidemment, on s'en mêle, rappelez-vous, si on induit les 4 gènes qui permettent de faire ce qu'on appelle des cellules souches induites, alors on peut revenir en arrière, mais ça veut dire qu'on change les marques épigénétiques de la chromatine. Donc, voilà. Donc, le modèle qu'on appelle accès réparé et restauré rappelle évidemment qu'il faut détecter les cassures dans les différentes architectures de la chromatine et modifier ces architectures locales pour que les enzymes de réparation aient accès à l'ADN et effectivement le réparent. Donc, une fois formée la cassure double brun, il y a un complexe composé de 3 protéines. Je vais peut-être aller plus vite là-dessus parce que, de nouveau, on en a parlé. En fait, le complexe MRN est amené au site de lésion et il recrute et active une kinase qu'on appelle la kinase ATM, que vous voyez ici, laquelle kinase phosphoryle des centaines de protéines, en fait, dont des protéines de réparation de l'ADN, comme BRCA1, qui est active dans la recombinaison homologue, essentiellement, BRCA2 aussi, et puis d'autres, comme 53BP1, qui est important dans ce que j'appelle le raboutage, le non-homologous endogené. Une cible importante d'ATM, mes collègues de la BOS disaient ce matin, pas seulement ATM, donc j'attends que vous me précisiez, et H2AX, justement, une de ces histones qui marque la présence des cassures double brun, dont la forme phosphorylée, une fois qu'elle est phosphorylée. Donc, les H2AX phosphorylé se fixe sur est un site d'ancrage pour une autre protéine qu'on appelle l'MDC1 et permet de recruter d'autres complexes MRN ATM et donc une amplification, si vous voulez, du système de réparation et de phosphorylation de gamma H2AX. Donc, dans une cellule, normalement, quand vous voyez du gamma H2AX phosphorylé, ça veut dire que vous avez des cassures double brun. Il y a des exceptions à ça, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais essentiellement c'est ça. Donc, de nouveau, je renvoie au cours de 2013 pour vous rappeler l'existence d'un très grand nombre d'acteurs moléculaires et de modifications qui touchent des grandes parties de la chromatine. Plusieurs millions de bases parfois. Une cassure, parfois ça peut avoir des modifications qui entraînent sur plusieurs millions de bases dans votre ADN. Et ça modifie aussi la structure tridimensionnelle du génome. Donc, beaucoup de gènes peuvent être modifiés dans leur expression à la suite d'une seule coupure, une seule cassure. Donc, au-delà des mutations qui touchent les enzymes de réparation de l'ADN, bien entendu, et qui sont parfois à l'origine de maladies génétiques, une cassure locale de l'ADN peut donc induire des modifications de la structure de la chromatine sur une très très longue distance. C'est pour ça que ces cassures qui se passent tout le temps, en fait, ont des conséquences très importantes sur notre activité génétique et évidemment aussi sur notre activité cognitive quand il s'agit du système nerveux. Donc, la chromatine est donc une sorte de modulateur, si vous voulez, du processus de vieillissement. En bonne santé. Voilà. Une des caractéristiques
caractéristique du vieillissement est effectivement la perte des systèmes de régulation homéostatiques qui permettent de compenser les lésions créées par des doses légères d'agents toxiques, que ces agents soient extrinsèques ou qu'ils soient intrinsèques. Et vous voyez ici un petit peu, voilà, avec le temps qui passe, il y a plus d'espèces réactives d'oxygène, il y a plus de cassures d'ADN, il y a plus de stress de la réplication, il y a plus de bruit transcriptionnel, c'est-à-dire qu'il y a plus de gènes qui ne devraient pas être exprimés et qui sont exprimés. Hein. Et donc, vous avez des modifications de la chromatine qui augmentent. Et en même temps, vous avez une baisse du métabolisme, vous avez un raccourcissement des télomères, vous avez des modifications dans l'hétérochromatine et dans les histones, et vous avez une dérégulation des gènes qui modifient la chromatine. Donc, en fait, c'est un processus qui va dans les deux sens, et vous voyez votre chromosome de jeune et vous voyez votre chromosome de vieux. Ben ouais. C'est pas drôle. Donc, un des exemples de dérégulation de l'hétérochromatine responsable du vieillissement, c'est un syndrome qu'on appelle le HGPS, qui est Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome, qui se manifeste par un vieillissement accéléré et une mort avant la 20e année de la vie, en gros, la deuxième décennie, souvent d'une défaillance cardiaque. Donc, HGPS est causé par une très forte détérioration de l'enveloppe nucléaire, qui est liée à une mutation dans le gène de la lamine A, et ça va me permettre de vous rappeler un petit peu ce que sont les lamines, parce qu'on en aura besoin plus tard. Donc les lamines, ce sont des protéines de structure. Vous voyez ici, par exemple, ça c'est la lamine qui est au niveau périphérique du noyau et qui se lie à la fois à la chromatine via des protéines, en particulier une protéine HP1, que vous pouvez voir ici, et qui en même temps a un rôle de signalisation parce que les lamines sont fixées indirectement par d'autres protéines intermédiaires au cytosquelette à l'extérieur du noyau. Donc, et en fait, toute cette région-là où il y a la lamine, ce sont des régions qui sont des régions essentiellement d'hétérochromatine. Vous voyez qu'on peut très bien distinguer l'hétérochromatine en noir ici au niveau électronique, là où la transcription ou l'expression des gènes est faible, de l'euchromatine qui est un petit peu plus blanche ici, un peu moins compacte. C'est la compaction qu'on voit en noir en fait. Donc, dans cette mutation de la lamine, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a. Alors, il y a plusieurs lamines, hein, je ne reviens pas dessus. Il y a les lamines A, les lamines C, qui sont. Lamine A et lamine C, c'est un même gène, avec un splice différent. La lamine B1 et B2, ce sont deux autres gènes. Et quand vous avez cette mutation dans Progeria, vous perdez 50 acides aminés dans la région C-terminale de la lamine A, et vous avez une protéine qui s'appelle la progérine, qui n'a pas les mêmes propriétés structurantes que l'on trouve dans la lamine normale. Et du coup, les cellules commencent à avoir un très grand nombre de lésions de leur ADN. Elles perdent des structures qui sont caractéristiques de l'hétérochromatine, en particulier une baisse très forte des histones qui sont triméthylés, H3K9-méthyle-3 et H3K27-méthyle-3. On a aussi un fort niveau d'acétylation des histones, une baisse de HP1, une protéine qui, comme vous voyez ici, joue un rôle important dans la formation de l'hétérochromatine. Donc, HGPS est un exemple intéressant de façon dont la dérégulation de l'hétérochromatine peut promouvoir le vieillissement. Alors, la progérine existe aussi chez les gens normaux. Hein, donc, c'est une protéine qui est générée chez tout le monde. Elle s'accroît progressivement depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'en fait, si j'étais capable de mesurer mon niveau de progérine, je pourrais savoir à quel niveau de vieillissement je suis. C'est un magnifique marqueur de vieillissement, la progérine. Donc le nucléosome, comme je l'ai dit, unité de base de la chromatine. Voilà, non, ça c'est parfait, là-dessus. Très bien, voilà. Donc le lien causal entre pourquoi est-ce qu'on génère de la progérine au cours du vieillissement? On ne sait pas, mais en tout cas, l'hypothèse que cette augmentation de progérine induit un relâchement de l'hétérochromatine n'est pas totalement déraisonnable. Donc, nombreuses protéines sont impliquées dans la réparation des doubles brins et qui sont elles-mêmes directement associées à ce qu'on appelle des ARN non codants. À l'inverse, les cassures de double brin peuvent elles-mêmes réguler l'expression des ARN non codants.
Donc je ne reviens pas sur toutes les histoires d'ARN non codantes dont on a parlé, mais les micro-RNA sont tout à fait impliqués dans la régulation de l'activité des enzymes de réparation des cassures double brun. De nouveau, je vous renvoie au cours de l'année dernière, puisque cette séance est un cours de rattrapage. Je ne vais pas vous refaire 9 heures en 2 heures, ce n'est pas possible. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister, parce que j'en parlerai peut-être cette année, c'est les ARN non codants et la transposition. Donc, parmi les ARN non codants, il y en a qu'on appelle les ARN pi, piRNAs, qui régulent l'expression de ce qu'on appelle les rétrotransposons. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'un rétrotransposon. Les rétrotransposons font partie des éléments transposables. Bon, ces éléments transposables constituent chez nous environ 40% de notre chromatine, c'est-à-dire 40% de notre génome est issu d'éléments transposables. Donc ce n'est pas du tout une blague, je dirais même plus que 40%, maintenant les dernières mesures suggèrent 45%. Bon, ce n'est pas une grosse différence. Donc ces séquences sont distribuées en sous-types distincts et peuvent sauter normalement d'une région du génome à l'autre. C'est pour ça qu'on les appelle transposables, c'est-à-dire que vous faites de l'ARN, l'ARN est transcrit en ADN, et puis ça revient dans le génome, et puis ça s'insère dans le génome. C'est-à-dire que c'est des gènes, ce qu'on appelle les gènes sauteurs, qui ont été découverts par Barbara McClintock quand elle travaillait sur ce qu'on appelle la variégation, c'est-à-dire la différence de couleur entre les différentes grains de maïs d'un même épi. Et ça, c'était lié justement à des modifications d'expression génétique liées à ces insertions, parce que quand je saute et que je m'insère, évidemment, je modifie l'expression des gènes. Alors, je vous rassure tout de suite, d'abord les transposons auxquels on va s'intéresser le plus sont les lines. Ils ont deux open reading frames, ORF1 et ORF2. ORF1 encode une protéine qui permet de faire du transport et du packaging. Mais dans ORF2, vous avez deux protéines, une qui est une reverse transcriptase qui permet de transformer l'ARN en ADN, et une qui est l'endonucléase qui permet de cliver et d'introduire la partie rétrotransposée à l'intérieur du génome. Donc, alors, à la suite de ces deux événements, bien entendu, ce que vous avez, c'est un nouveau fragment d'ADN qui est inséré au site de coupure. Donc, votre élément transposable, d'une certaine façon, s'est amplifié. Il a fait un petit, il l'a mis ailleurs, et ça peut introduire une mutation, c'est clair. Ça introduit des mutations, c'est très très clair. Et en plus, ce qui est grave, c'est que ORF1 et ORF2 mobilisent aussi d'autres éléments transposables, en particulier les signes, qui n'ont pas leur propre ORF1 et ORF2, mais qui sont des parasites des lines, qui utilisent le système de réplication des lines pour eux-mêmes se reproduire. Alors, là, je vous rassure un petit peu, la plupart des lines sont fossilisées, c'est-à-dire que les mutations, ils ont des mutations qui les empêchent de sauter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se transcrire un petit peu, faire de l'ARN, et l'ARN qui est transcrit peut avoir un rôle régulateur. Donc en fait, ce sont des séquences qui sont des séquences régulatrices quand elles sont transcrites, même si elles ne sont pas capables de faire de l'ADN et de se réinsérer. Donc chez la souris, il y a 3000 lines sauteurs, tous les autres sont fossilisés, et chez nous, il n'y en a plus que 100 qui sautent. Donc, enfin bon, ça peut faire des dégâts. Tout dépend où ça tombe, toujours pareil. Donc la transcription des lines est régulée de façon assez stricte, en particulier par des protéines qu'on appelle les protéines PIWI. Et les protéines PIWI se fixent sur un petit ARN qu'on appelle le piRNA, donc, qui est sous forme de double brun. Et ce complexe PIWI-piRNA empêche la transcription des lines, c'est un élément répresseur. En fait, c'est vraiment important parce que on ne veut pas que ça saute trop, mais des fois on a besoin que ça saute. L'endroit où la saltation des lines est le plus réprimée, c'est dans les cellules germinales, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des mutations qui se produisent dans les cellules germinales, bien entendu. Cela étant, si vous faites un stress très important dans des cellules, à ce moment-là, vous allez inactiver PIWI, et du coup, vous n'allez plus emmener le piRNA au niveau du génome, et donc vos lines vont commencer à être transcrits, transformés en ADN, et vous allez avoir une grande capacité de saltation comme ça, et donc introduire plein de mutations. Et ça a évidemment un effet sélectif, c'est-à-dire que vous allez générer plein de cellules
Et parmi ces cellules, il y en a quelques-unes qui pourront répondre au stress qui mettait en danger la vie des cellules. Et là, une des théories, si vous voulez, sur la raison pour laquelle il y a une possibilité de rétrotransposition dans les cellules germinales, c'est que vous pouvez générer une grande quantité, dans ces cas-là, de cellules germinales différentes. Il peut y avoir par chance un spermatozoïde sauveur qui va sauver l'espèce s'il a une mutation qui permet de répondre au stress qui est arrivé. Donc ça a été vu chez les mouches, pas mal. Chez Sapiens, ça prendrait plus de temps, je pense. Donc ça reste de la spéculation. Il reste que dans le système nerveux, le groupe de Rusty Gage, et je vous avais raconté ça, je crois, il y a 2 ou il y a 3 ans, et Rusty est venu faire des conférences ici, a montré qu'il y avait une possibilité de rétrotransposition dans les cellules souches neurales, et à partir de là, la création d'une diversité des cellules souches neurales, et donc des neurones qui, quand ils sont générés chez l'adulte, peuvent avoir des propriétés différentes de ceux qui étaient là avant, et donc introduire une forme de diversité du système nerveux. Donc à quoi ça sert dans le système nerveux? On n'en sait trop rien. Petite idée, donc peut-être que je vous en parlerai à la fin du cours, mais c'est une façon de voir aussi le génome comme quelque chose de profondément instable. C'est-à-dire que c'est un leitmotiv chez moi, mais il faut arrêter de penser que cette structure est une structure qui ne se modifie pas, elle se modifie physiologiquement, et ça, c'est un des mécanismes importants de modification des structures génétiques. Donc, je laisse tomber donc les cellules. C'est vrai qu'il y a une forte concentration, donc il y a des pailles RNA, bien entendu, qui ont d'autres types. Je vais raconter les histoires d'Eric Kandel l'année dernière. Il y a des études récentes qui montrent que dans le système nerveux, les pailles RNA régulent l'expression de protéines qui régulent elles-mêmes l'expression génétique, en particulier CREB2 dans les neurones d'aplésie, et qui ont des effets sur la mémoire à long terme. Donc, ces données sur les pailles RNA, sur les PIWI, sur tous ces systèmes de régulation de l'expression des lines et éventuellement même de leur insertion dans le génome, peut-être y a-t-il des insertions aussi dans les neurones postmitotiques, on ne le sait pas vraiment, mais c'est probable aujourd'hui, je pense, eh bien, sont à mettre, on regarde la forte concentration de ces séquences dans le système nerveux, et il y a 75 000 séquences de pailles RNA dans l'hippocampe. Voilà. Donc, c'est pas mal. Évidemment, ce nombre est de 10 à 100 fois inférieur à celui qu'on trouve dans les gonades, mais c'est quand même un très grand nombre de séquences pailles RNA, donc inhibitrices de la transcription des lignes, qu'on peut trouver dans le système nerveux. Donc on peut se poser des questions et on peut s'intéresser évidemment sur le lien possible entre les lines, les cassures de l'ADN et le vieillissement du système nerveux. Quand je dis cassure de l'ADN, c'est parce que les lines encodent des endonucléases qui sont capables de faire des cassures dans l'ADN. Donc il y a eu un article alors là, oui, je vais un petit peu vite, mais ça, c'est pour juste vous montrer comment les coupures se font, c'est-à-dire que, effectivement, si je mets mon ARN, je fais une copie avec l'ADN complémentaire, j'ai fait une première cassure, et ensuite, quand j'ai mon ADN double brin qui est fait, je reviens faire une deuxième cassure ici pour m'insérer dans mon génome. Donc, quand j'active les lignes, je fais des cassures double brin. Alors, normalement, c'est dans les cellules en prolifération. Certaines personnes, en particulier les gens de mon laboratoire, pensent que ça se fait aussi dans les neurones postmitotiques. Donc ça, et peut-être que je vous en parlerai à la fin si ça vous intéresse. Donc si vous replacez la transposition dans le contexte de la longévité, il y a un certain nombre d'articles qui montrent que le vieillissement constitue un facteur de risque pour les maladies les plus graves, et que cela est en partie dû à l'accumulation des lésions d'ADN et aussi à des altérations plus globales de la structure de la chromatine. C'est intéressant parce que, par exemple, si vous avez une forme génétique de la maladie de Huntington, ou une forme génétique de la maladie de Parkinson, ou une forme génétique de la maladie d'Alzheimer, vous n'êtes pas malade à 5 ans, il y a 10 ans, même si le gène est déjà muté. Il faut attendre un certain temps pour que la maladie apparaisse. C'est-à-dire que les gens qui ont une maladie de Huntington, même si leur gène est muté, la maladie n'apparaît que vers 45-50 ans.
Pareil pour le Parkinson, pareil aussi pour l'Alzheimer. Donc ça veut dire que même si la forme est pure génétiquement, c'est-à-dire que c'est vraiment une maladie génétique, il faut qu'il se passe un certain temps. C'est pour ça que, évidemment, ce n'est pas des maladies qui étaient très graves du temps ou dans les régions encore aujourd'hui où la durée de vie ou l'espérance de vie ne dépasse pas 40 à 50 ans. Ce sont des maladies qui deviennent graves dans les civilisations et les régions où la durée de vie excède ce qui est raisonnable. Ben oui. Enfin, on s'en contente quand même. Moi comme vous, hein, certains d'entre vous, évidemment. Il y en a qui sont plus jeunes dans la salle quand même. Voilà. Donc, mais c'est intéressant de penser justement à ces modifications de la chromatine qui font que tout d'un coup, une lésion de l'ADN qui était là depuis le début, ou une mutation de l'ADN qui était depuis le début, devient toxique. Hein. Alors, parmi les éléments endogènes qui altèrent l'intégrité des génomes, est-ce qu'on peut inclure les rétroéléments? Donc, c'est une question que j'avais posée l'année dernière. Et oui, je pense qu'on peut le faire. C'est, je crois, une chose qui est... Je vais vous montrer un tout petit peu. Donc, voilà ici, par exemple, une mouche. Alors, bon, évidemment, c'est une mouche. Là, ça vous montre chez Sapiens les 45% d'éléments transposables. Alors, il y a différents types de transposons. Là, je vous ai parlé des lines, qui sont des rétrotransposons qui n'ont pas des séquences qu'on appelle long terminal repeats, les LTR, qui eux sont quand il y a des LTR, ce sont des rétrovirus qui se sont adaptés à un cellulaire. Hein. Vous avez aussi des transposons d'ADN, donc c'est des ADN qui sautent directement. Enfin, vous avez plusieurs types de ça, c'est les signs, ça, c'est les lines. Et puis, vous avez quand même un peu de génome normal, hein, si j'ose dire. Mais si vous regardez dans le système nerveux d'une mouche, hein, vous regardez l'expression de deux types de transposons, le R2 ou GPSI, qui est aussi un transposon, vous voyez qu'avec l'âge, hein, bon, évidemment, ça vieillit plus vite que nous. Hein, là, c'est une mouche de 28 jours, c'est déjà une vieille mouche. Vous voyez que vous avez une très forte expression du transposon, et ça, c'est lié juste au vieillissement de votre cerveau de mouche. Et pour GPSI, qui est aussi un transposon, vous voyez que vous avez une forte augmentation de l'expression. Si maintenant vous prenez une mouche qui est jeune et une mouche qui est âgée ici, mais maintenant vous prenez c'est leur performance physique, c'est-à-dire dans un labyrinthe, monter un truc, enfin les mouches font des petites choses intellectuelles. Donc en fait, ce qui est rassurant, c'est voir que la vieille mouche est aussi bonne que la jeune. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour certains d'entre nous. Sauf que si vous avez fait une mutation du gène argonaute en particulier, qui fait qu'on a une plus forte expression des transposons, hein, c'est une sorte de piwi si vous voulez, si piwi est muté, le piwi de la mouche là, ce que vous voyez c'est que même chez la jeune, vous commencez à perdre un tout petit peu de votre capacité intellectuelle de mouche, si j'ose dire, mais alors chez les vieux c'est catastrophique, il ne reste plus rien. Heureusement elle meurt plus tôt. Vous voyez ici la vie normale d'une mouche. Hein, ça, c'est donc le pourcentage de survie au cours de. Toutes les mouches ne sont pas égales, il y en a qui meurent plus vite que d'autres. Hein. Mais si vous avez les mutations dans Argonaute, vous voyez que vous avez une descente plus rapide, c'est-à-dire que vous avez une survie ouais, vous avez moins de survie, quoi. Voilà. Donc ça, ça montre qu'en fait, au cours du vieillissement, vous avez une augmentation donc, de l'expression de vos transposons et que si vous leur permettez de s'exprimer encore plus en mutant les gènes de type argonaute, Peewee-like, entre guillemets, eh bien, c'est les effets que vous voyez dans cette affaire. Donc, ce même groupe a aussi travaillé chez l'homme, hein, pas uniquement chez la mouche. Donc là, c'est encore un papier dont je vous avais parlé l'année dernière. Non, peut-être pas, je vais juste en parler comme ça. Et partant de la constatation que l'expression d'éléments transposables spécifiques est observée dans plusieurs désordres de type neurodégénératif, hein, un peu ce dont je vous parlais plus tôt, ils ont montré que le nombre des transcrits d'éléments transposables se lie à des protéines qui lient l'ARN,
qu'on appelle les TAR DNA binding, protéine 43 en particulier. Donc il y a une hypothèse qui traîne comme ça dans la littérature d'un rôle, si vous voulez, des éléments transposables et de leur répression dans la régulation de la neurodégénérescence et du vieillissement cognitif chez les mammifères. Donc ça, c'est quelque chose qui nous excite beaucoup, pour rien vous cacher. C'est une grosse partie aujourd'hui du travail de mon laboratoire et peut-être que j'aurai le temps de vous parler un petit peu de nos résultats vers la fin de l'année, si on arrive jusque-là. Donc, ensuite, j'étais passé l'année dernière à un problème d'architecture du noyau et d'instabilité génétique. Donc, de nouveau, j'avais introduit et réintroduit les lamines nucléaires. Donc, je rappelle qu'elles appartiennent à la classe des filaments intermédiaires, qui est une forme de cytosquelette, et constituent cet échafaudage auquel se raccroche la chromatine. Donc, c'est important dans la stabilité du génome, hein, ça je vous l'avais dit, et des mutations dans les lamines ou dans des facteurs qui permettent leur maturation sont à l'origine de syndromes de vieillissement précoce et des changements d'expression de lamines A et C, ou B1 et B2 ont été observés régulièrement au cours du vieillissement cellulaire. L'enveloppe nucléaire que vous voyez ici sépare le noyau du cytoplasme et régule le trafic nucléocytoplasmique à travers ce qu'on appelle les pores nucléaires, que vous voyez ici. Hein. Cette enveloppe a aussi une fonction d'ancrage du noyau dans la cellule et de l'ancrage de la chromatine dans le noyau. Donc, alors l'ancrage du noyau dans une cellule, c'est très important. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on a dit l'année dernière, mais c'est très important parce que la migration des cellules a beaucoup à voir avec la migration des noyaux. C'est-à-dire que quand une cellule migre dans le système nerveux, par exemple part de la zone ventriculaire pour aller vers les couches supérieures au moment de la formation du couche du cortex, eh bien, ce qu'on voit, c'est que le noyau migre d'abord et la cellule rattrape son noyau. Donc si vous bloquez les migrations nucléaires dans une cellule, vous allez avoir des problèmes de migration cellulaire dans le système nerveux. En fait, il y a 2 ou 3 papiers que je vous avais décrits l'année dernière où des mutations dans la lamine B1 et B2, qui sont les lamines qui sont les plus exprimées dans le système nerveux. La lamine A est assez peu exprimée dans le système nerveux. Dans ces mutants, ce qu'on voit, c'est qu'on a des modifications de l'architecture du cortex, parce qu'au cours du développement, les cellules ne sont pas allées dans les bonnes couches du cortex. Donc je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du développement du cortex, mais c'est le principe qu'il faut retenir. Hein. Donc les lamines ont une fonction, on le pense, essentiellement structurelle, hein, qui se fait évidemment sentir au niveau de l'organisation de l'hétérochromatine, et donc structurelle, mais comme s'organise l'hétérochromatine, c'est aussi une fonction dans la transcription, hein, puisque je l'ai dit, dans l'hétérochromatine, il y a peu de transcription. Hein. Donc, et la réplication de l'ADN, bien entendu. Donc voilà quoi. Alors l'expression de la lamine B, elle est ubiquitaire. Hein. La lamine B, on la trouve dans toutes les cellules. Ce n'est pas le cas de la lamine A. On trouve très peu de lamine A dans le système nerveux central. Donc je vous ai rappelé tout à l'heure la mutation qu'on trouve dans la progérine, hein, la Hutchinson, donc qui est liée la Hutchinson-Gilford progéria, la HGPS, donc avec cette mort précoce. Donc c'est une. Je voulais juste donner les chiffres maintenant. En fait, on peut la suivre chez nous, je veux dire les gens qui n'ont pas la mutation, entre 1 mois et 97 ans. Voilà. Et entre 1 mois et 97 ans, ça augmente de 3,5% par an. Donc, faites le calcul pour nos taux à chacun d'entre nous. On peut le faire. Donc, c'est un très très bon marqueur de vieillissement biologique chez l'homme. L'analyse du transcriptome, c'est-à-dire tous les gènes qui sont transcrits dans l'ADN, dans le génome, démontre que la majorité des gènes qui sont dérégulés dans cette mutation sont impliqués dans le métabolisme lipidique, dans la croissance cellulaire, dans la réplication de l'ADN et dans la réparation de l'ADN. Donc c'est une variabilité assez grande, si vous voulez, de cibles qui s'explique par la modification des histones qu'on observe chez le mutant. Hein. C'est-à-dire que quand on a une mutation, les histones qui habillent l'ADN commencent à être modifiées, donc la transcription et sa spécificité commencent à être modifiées. Et puis, il y a une réduction absolument spectaculaire de l'hétérochromatine. Et c'est
réduction de la chromatine, de nouveau, nous pensons, les gens pensent, et beaucoup de chercheurs pensent, que c'est quelque chose qui correspond à un vieillissement accéléré. Donc, essayez de garder votre hétérochromatine. Je ne sais pas comment on fait. Peut-être faire de la gymnastique, je ne sais pas. Donc, ce défaut et puis il y a un défaut évidemment de réparation. Donc voilà quoi. Donc si je voulais résumer, je dirais que l'augmentation des ROS, des radicaux libres, la modification des histones et un recrutement déficient des enzymes de réparation de l'ADN sont à l'origine du vieillissement causé par l'expression et l'accumulation de progérine au taux de 3,5% par an depuis un mois jusqu'à la fin. Voilà. Donc il existe en fait pas mal d'indications dans la littérature d'un lien entre une lamina, c'est ça la lamina, dysfonctionnelle et une modification pathologique des mécanismes d'oxydoréduction. Vous pouvez voir ici par exemple que les lamines agissent comme tamponnent les ROS. En fait, vous avez ici les lamines, vous avez une oxydoréduction donc, qui peut oxyder les lamines mais de façon réversible. Mais si vous avez un stress oxydatif qui est beaucoup plus fort et chronique, à ce moment-là, vous allez casser votre lamina et ça devient irréversible. Donc en fait, un peu de ROS, ça va et c'est même bon en fait. Je n'ai pas eu le temps de vous le raconter l'année dernière, mais je vais vous montrer tout à l'heure, c'est bon pour la transduction du signal en particulier. Mais s'il y en a trop, à ce moment-là, vous allez casser beaucoup plus vos lamines. Et là, ça a des conséquences très fortes, à la fois sur l'ancrage du noyau, sur les rapports nucléocytoplasmiques, sur la structure de l'hétérochromatine, et vous allez avoir des modifications pathologiques qui sont totalement irréversibles. Donc un stress oxydatif trop fort au niveau nucléaire a des catastrophes réelles. Au point même que vous pouvez avoir quasiment une cassure complète de votre noyau. Vous allez trouver après des mitochondries dans le noyau. Enfin, c'est épouvantable. Voilà. Donc, bon, ça n'arrive pas tout le temps. Voilà. Donc, à l'intérieur même du noyau, ces oxydations conduisent à une modification pathologique de l'expression génétique, de nouveau liée à une déplétion en hétérochromatine. Donc, des études plus récentes décrivent des modifications de la chromatine pendant la sénescence, avec l'apparition de régions anormales de chromatine condensée. Cette fois-ci, maintenant, c'est de l'hétérochromatine en plus, qu'on appelle des SAHF, c'est-à-dire des fossiles qui sont liés à la sénescence dans l'hétérochromatine. Et puis, d'un autre côté, vous avez des pertes de cette répression chromatinienne. Donc, quand vous perdez l'hétérochromatine, vous avez plus d'expression génétique, mais vous pouvez aussi avoir une augmentation de l'hétérochromatine et avoir des gènes qui auraient dû être exprimés qui ne le sont plus. Donc, on peut vraiment dire que la longévité est associée à des altérations, des modifications post-traductionnelles des histones en particulier. Et il y a je en parlerai cette année, les sirtuines. Chez la souris, il y a une sirtuine, la sirtuine 6, qui régule la longévité à travers la déacétylation de la lysine en position 9 d'une des histones qui est l'histone H3. Si je passe à C. elegans, qui est le ver, un petit ver nématode, on sait aussi que l'augmentation de la répression par la perte d'une histone méthylée en position 3, H3K4-3, et par un gain de H3K27-méthyl3, qui est médié par un système répresseur qu'on appelle trithorax, augmente la longévité de façon héréditaire. Donc ça, c'est des trucs qui sont assez intéressants, c'est-à-dire qu'on peut épigénétiquement modifier la longévité de façon héréditaire. Donc pour terminer, je vais terminer avec la lamine B1, là, sur ces histoires de lamine. Son expression est fortement réprimée au cours de la sénescence, au point de devenir quasiment indétectable. C'est-à-dire, quand on est très très vieux, on n'a pratiquement plus de lamine B1. Oh, c'est pas drôle. Et donc, on observe une baisse des niveaux d'expression d'autres protéines qui interagissent avec les lamines.
ou participe à l'organisation de la chromatine. En fait, la perte de l'amine B1 a exactement le même effet que celle d'une autre protéine qu'on appelle le EZH2, qui est une méthylase de H3K27, ce qui lie la sénescence avec une répression transcriptionnelle, des répressions transcriptionnelles. Donc c'est un truc auquel nous réfléchissons de plus en plus, de lier la sénescence à ces dérépressions transcriptionnelles. Si je veux conclure un tout petit peu sur cette affaire un peu triste, je dirais que la sénescence cellulaire s'accompagne d'une profonde réorganisation de l'épigénome, et cette réorganisation est étroitement associée à des altérations des domaines associés aux lamines. Les conséquences fonctionnelles de ces changements de l'épigénome sont mal connues, mais on peut certainement dire que la sénescence s'accompagne d'une forme d'ouverture de domaines chromatiniens et de la transcription illégitime de gènes normalement réprimés. Et parmi ces gènes normalement réprimés, je pense que les transposons et les rétrotransposons jouent un rôle essentiel. Bon. Raccourcissement des télomères. Donc, je vous avais parlé l'année dernière des télomères, donc je reviens sur ce petit rappel dont on aura besoin à partir de la semaine prochaine. Donc, les télomères, vous savez, c'est les régions qui sont à l'extrémité des chromosomes. Des chromosomes linéaires, hein, pas des chromosomes circulaires. Donc, à l'extrémité, il n'y a pas d'extrémité dans les chromosomes linéaires, circulaires, bien entendu. Donc, dans les chromosomes linéaires, vous avez des télomères à l'extrémité, et ce sont des séquences qui sont des séquences répétées, qui sont protégées par des protéines spécifiques. Donc, chez Sapiens, il y a la séquence qu'on appelle la séquence télomérique, c'est une séquence qui s'appelle TTA-GGG, et répétée sur plusieurs milliers de bases. Hein. Ça peut être jusqu'à 10 kilobases dans le sang du cordon ombilical, soit plus de 1500 répétitions de cette séquence. Et puis, il y a des complexes protéiques qui se mettent dessus, qu'on appelle des shelterins, c'est-à-dire que shelter, ça veut dire abri, donc qui protègent d'une certaine façon ces séquences répétées des télomères. Donc, le rôle à ces protéines du shelter, d'abri, est d'éviter que les télomères ne soient reconnus comme de l'ADN cassé. Quand vous êtes au bout, évidemment, c'est comme s'il y avait une cassure. Donc, si c'était reconnu comme de l'ADN cassé, à ce moment-là, vous mettriez en place un système de recombinaison et vous auriez des liaisons entre chromosomes, c'est pas bon du tout. Donc en fait, ce qui se passe au cours de la réplication de l'ADN, c'est-à-dire quand une cellule se divers, c'est que la DNA polymérase avance comme ça, et puis elle ne peut pas aller au-delà du bout du chromosome, hein, vous comprenez bien. Donc en fait, elle ne peut pas répliquer tout le chromosome, parce que pour répliquer tout le chromosome, il faudrait qu'elle aille plus loin, c'est-à-dire qu'au bord de la falaise, et hop, elle tomberait dans le trou. Donc l'ADN polymérase s'arrête avant. Mais comme elle s'arrête avant, elle ne réplique pas tout le monde. Donc il y a un bout, à chaque division cellulaire, vous raccourcissez votre chromosome. Donc ce qu'on appelle le raccourcissement des télomères. Et quand vous avez trop raccourci les télomères, ça induit un système de vieillissement et en fait, les cellules rentrent en apoptose et meurent. C'est pour ça qu'en fait, une cellule ne peut pas se diviser plus d'un certain nombre de fois, sauf si on fait venir une télomérase qui va à ce moment-là rallonger les télomères et restituer sa jeunesse à la cellule. Mais ce n'est pas bon non plus. Finalement, rien n'est bon. C'est pas bon non plus parce que dans les cellules tumorales, c'est justement ça qui se passe. Hein, vous avez une cellule qui va se diviser n fois, et puis il va y avoir un excès justement de télomérase, par exemple. Et donc, au lieu d'avoir la cellule qui entre en apoptose au moment où elle s'est divisée 24 fois, 25 fois, en gros, ça va sur ce genre-là, eh ben, elle va oublier d'arrêter de se diviser. Et alors là, c'est pas bon. Voilà. Donc, il reste que la taille des télomères et une horloge moléculaire. Hein, et normalement, au bout d'un certain nombre de divisions, les cellules entrent en sénescence. Voilà. Donc, les enzymes le mécanisme de compensation reposent sur cette télomérase, qui est une reverse transcriptase aussi, et qui rallonge les télomères. Donc, dans les années 90, je dirais, les télomères ont été considérés dans le contexte de pathologie, hein, en particulier le cancer dont je viens de vous parler, puisque l'activité de la télomérase est augmentée dans la plupart des cancers. Donc c'est pour ça que les cellules tumorales, comme je viens de vous le dire, peuvent se multiplier indéfiniment, enfin, tant que le porteur est vivant. La consolation, c'est que quand on meurt d'un cancer, on tue les cellules cancéreuses aussi. Elles ne sont pas très malines finalement. Donc, alors que normalement, les cellules devraient entrer en sénescence et en apoptose, elles ne vieillissent plus. Quoi, voilà. Donc aujourd'hui, il y a de nombreuses maladies qui sont expliquées par un problème de télomère. Et elles sont toutes regroupées sous le terme de
telomere syndromes. Et ces syndromes sont prioritairement associés à l'âge et marqués par un vieillissement prématuré. Donc, je vais revenir quand même à la structure des télomères. Hein. Les voilà ici, vos télomères. Donc, vous avez 6 protéines qui sont ici, dans ce complexe ici, qui est le Schildérine complexe, hein, qui se met au bout de votre chromosome. Et ici, vous avez votre télomérase qui va aller copier un morceau d'ARN pour aller rallonger ce qui manque, quoi, que vous avez rallongé votre télomère grâce à votre télomérase. Ici, j'ai un autre complexe qu'il appelle le CST complexe. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puisque, de nouveau, vous trouverez tout ça sur le site du collège. Donc, la télomérase a 2 composantes qui sont très conservées. La télomérase elle-même, ou TERT, hein, ici, et puis qui a une activité reverse transcriptase. Elle fait de l'ADN à partir de l'ARN, hein, exactement comme toutes les transcriptases inverses, bien entendu. Et il y a un composant ARN, que vous voyez ici, celui qui est copié pour faire l'ADN. Et puis, ce sont des complexes donc ribonucléiques qui sont présents dans une structure nucléaire très particulière qu'on appelle le corps de Caral. Alors, il y a d'autres protéines dont le rôle est moins important et qui sont associées à ce complexe. Le tout stabilisant l'ARN est nécessaire à l'activité de la transcriptase reverse. Donc à chaque cycle cellulaire, comme je vous l'ai dit, les télomérases allongent les télomères les plus courts. Et tous les télomères ne sont pas allongés à la même vitesse. Alors ça, c'est encore un truc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs chromosomes dans une cellule, hein, donc il y a plusieurs télomères. Mais tout le monde n'est pas égal, donc il y en a qui sont allongés plus vite que d'autres. Ce sont plutôt les télomères les plus courts, à partir d'une longueur critique, activent la réponse de la télomérase. Donc ce n'est pas la moyenne de la longueur. Ça, c'est un truc important, vous verrez pourquoi dans un instant. Donc même dans les cellules qui sont très riches en télomérase, comme les cellules souches hématopoïétiques en particulier, qui elles se prolifèrent indéfiniment parce que ce sont des cellules souches, eh bien les télomères raccourcissent à chaque division. Alors il y a une exception notable, je ne sais pas pourquoi, c'est les cellules souches germinales mâles, chez lesquelles on peut observer une stabilité, voire un allongement des télomères avec l'âge. Donc là, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, c'est une nouvelle en tout cas. Donc les maladies qui sont liées au raccourcissement des télomères sont divisées entre les tissus à renouvellement rapide, hein, et les tissus à renouvellement lent. Et en plus les désordres des tissus à renouvellement rapide apparaissent plus tôt, bien entendu, parce que plus je me renouvelle rapidement et plus mes télomères raccourcissent vite, hein, et avec des formes plus sévères. Donc les cellules souches, hein, on parle beaucoup des cellules souches, on parle des souches neurales, ou plutôt leur compartiment d'amplification, c'est-à-dire parce que les cellules souches ne se divisent pas très vite, mais elles ont un comportement d'amplification qui, lui, prolifère très vite. Et évidemment, elles sont en première ligne, hein, quand il s'agit de longévité, parce que plus elles se prolifèrent et plus, évidemment, elles raccourcissent leur télomère. Donc, c'est dans ce contexte que l'année dernière, je me suis attardé sur certaines pathologies qui sont en relation avec les cellules souches neurales. Et la neurogénèse adulte chez les humains, comme vous le savez, a lieu dans différents endroits, mais chez les humains, il y a l'endroit où c'est sûr, hein, c'est dans ce qu'on appelle l'hippocampe. Donc, je vous rappelle, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, l'hippocampe, c'est une structure qui est à 3 couches, qui est une sorte de cortex un peu primitif et qui est impliqué dans énormément de phénomènes cognitifs. Il y a des connexions avec le cortex, c'est impliqué dans la mémorisation, c'est impliqué dans l'orientation spatiale, et c'est le lieu d'une neurogénèse assez importante. Chez la souris, les neurones glutamatergiques sont renouvelés de façon régulière à partir de cellules souches neurales, et chez Sapiens, c'est pratiquement toutes les catégories de l'hippocampe qui sont renouvelées au cours de la vie. Donc ça, c'est un renouvellement qui a été quantifié par un groupe suédois qui est dirigé par Jonas Friesen. Alors là, c'est encore une bonne nouvelle. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans mon cours, il y a aussi quelques bonnes nouvelles. Contrairement à ce qu'on observe chez le rat ou les souris, chez qui la neurogénèse décline avec l'âge, l'hippocampe humain génère des neurones du gyrus denté à un taux relativement constant jusqu'à des âges avancés. Hein. Et donc les mesures est quasiment inchangée en fait jusqu'à très très tard. Donc on a toujours de la neurogénèse, tous, à peu près le même niveau. Et on change environ 1,75% de nos neurones au cours de la vie, enfin par an. Donc 700 cellules nouvelles par an, avec un déclin modeste
au cours du vieillissement. Donc c'est une constatation réconfortante qui aussi nous rappelle que ce qui est vrai pour l'humain ne l'est pas toujours pour la souris et réciproquement. Donc il faut toujours avoir ça en tête, hein, en particulier quand on s'intéresse aux pathologies, parce que les modèles animaux, et en biologie d'avoir des modèles animaux, ne sont pas forcément valables pour l'homme et pour les humains. Et comme vous le savez, c'est une chose qui est classique, c'est-à-dire que quand vous faites du développement de médicaments, si vous faites des modèles animaux, les médicaments, vous allez les tester chez une souris, puis même chez un singe, c'est pas pour ça que ça va aller en clinique chez l'homme. Hein. Donc ça, c'est une chose qu'il faut toujours avoir en tête. Donc là, je vais passer ça parce qu'on ne va pas avoir le temps. Voilà. Mais bon, là, ce que je vous rappelle quand même, c'est la neurogénèse chez nous, là, enfin chez nous, chez les souris, là, en l'occurrence. Donc, c'est les cellules souches de l'hippocampe, hein, qui prolifèrent. Si elles prolifèrent, elles donnent le fameux compartiment d'amplification dont je vous parlais. Donc ça prolifère très lentement, ce sont des cellules souches. Elles donnent ce compartiment d'amplification et à partir de là, vous allez faire de nouveaux neurones. Donc ça, c'est les neural stem cells. Ça, c'est le compartiment d'amplification provisoire, neuroblastes, neurones immatures, neurones matures. Et ces types-là vont aller s'insérer dans les réseaux de neurones. Tous ne survivent pas. Hein. Il y a une sélection qui est faite à ce niveau-là. C'est pour ça que quand on dit qu'il y a de la rétrotransposition à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on génère des neurones différents parce qu'on insère de nouveaux fragments d'ADN dans la... En fait, toutes ces cellules ne sont pas identiques. Et il y a une sélection qui se fait, qui fait que peut-être que cette sélection a un rôle important sur le plan physiologique. Peut-être que ce n'est pas n'importe quel neurone qui est finalement intégré dans le circuit nerveux. Hein. En plus, la prolifération est modifiée par l'environnement. Par exemple, là, si vous faites courir une souris, elle va faire plus de neurogénèse. Chez Sapiens, je ne sais pas. Il faut toujours aller courir, mais c'est peut-être pas pour ça que vous serez plus intelligent. Donc, il faut voir avec les sportifs. Je ne sais pas s'ils sont plus malins que les autres ou pas. Mais bon. Mais il y a peut-être d'autres choses qui font de la neurogénèse. Il n'y a pas que le sport. Mais je vous parlerai un peu du sport cette année, parce qu'il y a des trucs assez intéressants sur les facteurs qui sont sécrétés par le muscle et qui entretiennent la longévité. Donc, bon, peut-être qu'il faut aussi quelques muscles, je ne sais pas. Je n'ai pas d'opinion sur la question. Je vous donnerai les papiers, vous me direz ce que vous en pensez, d'accord ? Donc, on peut faire donc, le raccourcissement des télomères, ce n'est pas forcément quelque chose de très sympathique. Vous voyez ici, par exemple, que vous avez une souris dans laquelle on a fait une mutation dans la télomérase. Donc, c'est une télomérase mutée. Alors, c'est une souris dans laquelle les télomères étaient tellement longs au départ. Chez les souris de laboratoire, ils ont des très très longs télomères. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, il faut attendre 4 générations pour que les télomères soient un peu raccourcis. On commence à voir quelque chose. Donc, on regarde entre G4 et G3, c'est la génération 4 ou la génération 3. Mais quand vous faites ça, et que vous regardez ce qui se passe au niveau... Alors, les PSA-NCAM, ce sont des nouveaux neurones qui apparaissent. Vous voyez que ça, c'est au niveau de la SVZ, c'est la zone sous-ventriculaire, ce n'est pas l'hippocampe, c'est une autre zone où il y a la neurogénèse chez l'adulte. Vous voyez que là, vous avez plein de nouveaux neurones qui apparaissent, hein, mais ici, ce n'est pas terrible, il y en a beaucoup moins. Ce sont des neurones qui vont aller refaire du bulbe olfactif. Chez la souris, le bulbe olfactif se refait régulièrement à partir de ces neurones de la zone sous-ventriculaire. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez moins de neurones qui sont générés. Ça, on fait un marquage avec ce qu'on appelle le BRDU, quelque chose qui s'insère dans le génome au moment où la cellule se réplique. Donc on peut regarder la division cellulaire par le niveau de BRDU, qui est un analogue de nucléotide, de l'uridine, de la thymidine en l'occurrence. Vous voyez que chez les souris qui à la 4e génération, vous avez moins de prolifération. Donc en fait, vous avez moins de cellules qui prolifèrent dans votre mutant. Et ce que vous voyez aussi, c'est que son bulbe olfactif est plus petit. Vous faites moins de cellules dans la SVZ, donc vous avez moins de neurones qui vont aller migrer ici pour aller recomposer les bulbes olfactifs. Le striatum s'en fiche, il est là, lui, il ne reçoit pas de neurones dans la SVZ. Chez la souris.
chez Sapiens, c'est discuté. Il semble que chez Sapiens, d'après Friesen, les neurones, au lieu d'aller dans le bulbe olfactif, vont dans le striatum. Donc, c'est encore une différence entre. Enfin, ça a été contesté par un groupe chinois. Donc, en fait, le problème, c'est que les choses sont démontrées et puis ensuite, c'est toujours un tout petit peu contesté. Voilà. C'est un peu le problème avec la science. Donc, mais bon, là, je pense que chez la souris, c'est relativement simple à voir que dans la SVZ, dans ces souris qui sont mutées sur la télomérase, eh bien, au bout d'un certain nombre de générations, les cellules souches ne sont plus capables de remplacer les neurones dans le système nerveux, d'où évidemment un vieillissement prématuré. Donc, il y a d'autres choses qui sont encore plus embêtantes que ça. C'est que dans cette souris, non seulement vous avez... alors là, c'est pas une souris... Là, c'est une... Je saute un étape. Ça, c'est une souris sauvage. Donc, au cours de la vie chez la souris, hein, ce qui se passe, c'est que... là, c'est la souris fétale. Alors, vous avez une expression de la télomérase qui rallonge les télomères à chaque division des cellules souches. Hein. Vous avez... ça, c'est dans le système nerveux. Vous avez une forte expression. Et puis, au cours de l'âge, vous voyez que votre télomérase se casse la figure. Donc en fait, plus vous vieillissez, et moins vous rallongez vos télomères dans vos cellules souches. Donc c'est pas bon parce qu'évidemment les cellules souches meurent, mais ce qui est encore plus embêtant, si vous voulez, c'est que les neurones qui sont générés tardivement ne sont pas en très bonne forme. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de faire un neurone. Il faut encore que le neurone s'insère dans un circuit, qu'il fasse des synapses, qu'il ait des neurites de bonne taille, des dendrites comme il faut, etc. Et en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est que chez des souris déjà de 12 mois, ce n'est pas énormément vieux une souris de 12 mois. Hein, une souris, ça peut vivre 3 ans en gros, 2-3 ans. Vous voyez que déjà, vous avez moins d'incorporation de BRD, vous avez moins de prolifération, mais vous avez surtout, vous voyez que vos prolongements sont extraordinairement diminués. Et ça, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que au fond, vous faites des neurones, hein, mais vous ne faites pas des neurones normaux. Voilà. Donc, alors ça, c'est des souris. Hein, enfin, j'ai un doute, je me demande si ce n'est pas pareil chez des espèces différentes. Mais, bon, on n'a pas regardé chez nous, mais voilà. Donc, dès le 60e jour de la vie postnatale, on a une baisse de l'activité télomérase. Alors il y a une petite restauration avec l'activité physique, mais bon, toute petite. Voilà. Donc, je ne vais pas vous attrister plus. Je vais quand même vous rappeler que les neurones qui ont des petits télomères sont des neurones qui naissent vieux, quoi. Dans les souris télomérases moins. Au fond, au début, elles sont parfaitement normales, hein, c'est-à-dire qu'elles ont l'air normales, mais en fait, elles ont le droit de faire moins de prolifération que les autres. C'est-à-dire que c'est comme si, à la naissance, ces souris avaient des cellules souches d'animal de 50 ans. Enfin, de 1 an, excusez-moi. Donc elles ont moins de temps pour continuer, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est pas mal. De toute façon, on ne peut pas durer éternellement. Donc à partir d'un certain seuil de raccourcissement des télomères, eh bien, on a une activation de protéines qui induisent la mort cellulaire, dont P53. Mais cette diminution de la différenciation neurotique pourrait être aussi liée, si vous voulez, à l'expression de P53. Donc, en fait, il y a tout un processus de vieillissement qui se met en place, qui n'est pas forcément accompagné par de la mort, mais comme là ici, et par exemple, à une modification de la différenciation de ces cellules. Donc voilà. Je vais m'arrêter sur les télomères parce que ça devient triste cette affaire. Voilà. Donc, je vais terminer un petit peu ce rappel sur les points de l'année dernière en vous proposant que les cellules souches adultes
n'ont probablement pas une capacité illimitée de se répliquer, sans que cette réplication ne soit marquée par la réduction donc, des télomères. Et ce que je viens de vous montrer un tout petit peu, de vous rappeler, un petit peu rapide, ajoute à cette conclusion que même si ce raccourcissement n'a pas de conséquence sur la survie des cellules souches, parce que le nombre de leurs divisions ne permet pas d'atteindre le seuil critique de la sénescence et de l'apoptose, c'est-à-dire la mort, les étapes suivantes sont néanmoins rendues un peu problématiques. Ces phases suivantes, c'est l'insertion dans les réseaux de neurones. Donc, il y a ce compartiment d'amplification, et si on amplifie des cellules qui ont déjà raccourci leur télomère, alors cette amplification va atteindre plus rapidement un niveau critique de raccourcissement, et ces cellules vont avoir une certaine difficulté à se différencier de façon satisfaisante, et en particulier pour la taille de leur neurite. Et ça, c'est des conséquences physiologiques, bien entendu, parce que quand ces neurones sont intégrés dans les réseaux de neurones, ils ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner normalement. Alors, les radicaux libres. On va terminer avec les radicaux libres, cette première séance de rattrapage. Donc, l'année dernière, j'avais terminé sur les dysfonctions mitochondriales. Donc, je ne vais pas y revenir. Vous savez que le cerveau est un consommateur d'énergie absolument incroyable. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit plusieurs fois, nous mettons 20% de notre énergie métabolique dans le cerveau, bien que le cerveau ne constitue que 2% du poids du corps. Donc, en fait, on en met 10 fois plus que dans les autres organes, proportionnellement. Et encore, on n'en met pas assez. On devrait en mettre 40% pour que le truc fonctionne bien. Cela étant calculé par le rapport entre la masse du corps et la taille du cerveau. C'est-à-dire que si nous étions les chimpanzés, par exemple, mettent 10% de leur énergie dans leur cerveau, mais ils ont un gros cerveau par rapport à la taille, ils ont un gros cerveau par rapport à la taille du corps. Donc nous, si notre cerveau était proportionnellement, si on était des chimpanzés, vu la taille de notre corps, on devrait avoir 400 cm3 de cerveau. Et donc, on a tout ce cerveau en plus qui consomme énormément d'énergie. Et en fait, pour avoir l'équivalent énergétique d'un chien, il faudrait qu'on mette environ 40% de l'énergie dans le cerveau. Donc, on en met que 20%. On s'en sort pas mal parce qu'on ne met pas de façon uniforme. C'est-à-dire que l'énergie, il peut y avoir 40% dans certaines régions du cortex qui sont particulièrement importantes. En particulier dans des neurones qui sont des neurones, j'en ai souvent parlé, des neurones qui sont des neurones qui déchargent très vite, hein, comme les fast spiking par valbumine, qui sont impliqués dans les inhibitions corticales, ou dans des neurones du genre neurones dopaminergiques, ou des neurones qui ont des longs prolongements et qui consomment beaucoup d'énergie, parce qu'il faut entretenir ces longs prolongements. Donc, mais il se trouve qu'on est toujours, je vous l'ai dit souvent, au bord de la crise énergétique dans un système nerveux. Et moi, je pense, je peux me tromper bien entendu, je me suis trompé plusieurs fois dans ma vie, j'espère me tromper encore de temps en temps, mais je pense que beaucoup des maladies neurologiques et psychiatriques sont en fait des maladies métaboliques, hein, des maladies de l'ATP. Donc on fait beaucoup d'ATP et on consomme beaucoup d'ATP, mais évidemment, chaque fois qu'on fait de l'ATP, on fait des radicaux libres. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez voir ici dans une mitochondrie qui est l'organelle qui fait de l'ATP, vous voyez que quand vous êtes dans le premier complexe, qui transforme le NADH en NAD+, eh bien vous créez un radical O2-. Et puis au niveau du complexe 3, vous faites aussi des radicaux O2-. Donc ces radicaux O2- sont vraiment pas bien parce qu'ils vous font des peroxynitrites, hein, ou de l'hydrogène peroxyde, l'oxygéné. Ils font aussi des radicaux hydroxydes qui sont horriblement toxiques après la réaction de Fenton qui est catalysée par le fer ferreux. Et ça, ce ne sont pas des amis de la cellule. Ce sont des choses qui introduisent des oxydations dans tout sur les lipides, sur les protéines, sur l'ADN. Et donc, sauf si évidemment on a des systèmes réducteurs. Mais en fait, il y a des enzymes de protection, hein, comme la superoxydismutase, etc. Mais
il reste que plus on fait d'ATP et plus on fait de radicaux libres. Ça, c'est clair. Donc, je vais parler d'un article de gens qui discutaient le rôle des radicaux libres dans le cadre plus large des mutations mitochondriales, sur lequel je reviendrai, et du rôle des ROS mitochondriaux et du lien entre fonction mitochondriale et signalisation. Donc, il existe des preuves assez fortes, je crois, d'une augmentation du nombre de mutations de l'ADN mitochondrial avec l'âge. Donc ça résulte de lésions qui sont non réparées de l'ADN, du fait des ROS, mais surtout des erreurs qui se produisent autour de la réplication de l'ADN. Donc une cellule somatique humaine contient des milliers de copies d'ADN mitochondrial, et les mitochondries se dupliquent sans lien avec le cycle cellulaire. Ce n'est pas parce qu'une cellule se divise que la mitochondrie se divise, c'est-à-dire qu'elle se divise aussi dans une cellule postmitotique comme les neurones. Donc je vous ai rappelé au début du cours le concept d'hétéroplasmie. Et pour une mutation à effet pathologique, l'apparition de la maladie dépendra des niveaux respectifs des populations saines et des populations atteintes. Donc je l'ai dit, cette tolérance peut osciller, ça dépend des mutations, mais on peut avoir environ 60% de mitochondries anormales. Ce n'est pas beaucoup plus. Donc cette distribution inégale des mitochondries, bien portantes et malades, peut varier entre les tissus et voire entre les cellules d'un même tissu, ce que j'avais rappelé l'année dernière. Donc, si on veut étudier le rôle de ces mutations dans le vieillissement des souris, on a produit des souris avec des mutations de la polymérase mitochondriale qui font des polymérases qui sont censées corriger les erreurs au cours de la réplication de la mitochondrie. Donc, si on a des mutations là-dedans, on a des mitochondries qui font plus d'erreurs au cours de leur division. Et donc, ce sont des souris qu'on appelle mutatores. Donc, elles présentent un très grand nombre de phénotypes qui évoquent le vieillissement, et elles ont une durée de vie réduite, ces souris mutatores. Voilà. Donc, il y a un effet aussi très fort sur le renouvellement des cellules souches neurales, y compris neurales, toutes les cellules souches, mais aussi les cellules souches neurales, dont la prolifération est diminuée. Mais les tissus postmitotiques sont moins touchés. Donc vous avez un petit truc dans ce genre-là, c'est-à-dire qu'en fait, là vous avez des mutations de l'ADN mitochondrial, vous avez une augmentation des radicaux libres, et vous avez quelque chose qui va assez violemment sur les cellules en prolifération, en particulier sur les cellules souches, qui entraîne malheureusement un vieillissement prématuré des gens qui sont mutés dans leur ADN mitochondrial. Le dysfonctionnement de la chaîne respiratoire apparaît assez tardivement, sans qu'on ait pu mesurer chez ces souris une forte augmentation des ROS. Alors, c'est sur cette base que les auteurs dont je vous parlais ont mis en cause une altération métabolique plus large, avec des effets secondaires sur la production énergétique de la mitochondrie ou même sur leur biogénèse. Donc, en fait, on a un effet en cascade, c'est-à-dire qu'on perd même des mitochondries dans ces animaux. Donc j'y reviendrai cette année, mais je voudrais indiquer que dans plusieurs organismes, le métabolisme mitochondrial régule la longévité. Il y a ce qu'on appelle le nutrient sensing pathway, c'est-à-dire des chemins qui permettent de mesurer les taux de nutriments et ce qu'on appelle la restriction calorique. Donc la signalisation par l'insuline ou par les insulin growth factors qu'on appelle IGF-1, et on dit donc la signalisation IIS, Insulin Growth Factor 1 signalisation, qui mesure le glucose, et la signalisation via mTOR, qui mesure les acides aminés, sont les deux systèmes de mesure des nutriments. Donc ça a un lien très fort avec le métabolisme énergétique, c'est donc un lien très fort avec la mitochondrie, et vous allez voir que ça a à voir avec le vieillissement. D'ailleurs, les restrictions caloriques, chez les organismes de genre vers ou mouches, souris, sont des moyens d'augmenter la survie des organismes. Et j'ai quelques collègues qui se sont mis en restriction calorique. Non, c'est vrai, en espérant survivre un peu plus longtemps. Bon. Il n'y a pas de preuve que ça marche chez nous, non plus. Je veux dire, ce qui est vrai chez la mouche, chez la souris, n'est pas forcément vrai chez Sapiens.
Il y a même certains grands singes chez qui la restriction calorique ne fait pas grand-chose. Donc, mais bon, vous pouvez vous arrêter de manger. Donc, voilà. Pour vivre plus longtemps. Bon, c'est peut-être moins marrant aussi. Donc, voilà, donc c'est toujours pareil. Hein. Est-ce qu'il faut mourir plus jeune en mangeant mieux ou plus vieux en mangeant moins bien? C'est un choix, ce sont des choix existentiels. Je ne voudrais pas le nom de la personne un de mes collègues qui s'est mis en restriction calorique. Il n'a pas tellement maigri. À mon avis, il doit manger la nuit. Il y a plein de gens en restriction calorique qui font la danse du frigidaire quand ils sont seuls. Moi, j'ai vu ça. Donc l'année dernière, excusez-moi, j'avais fermé le cours par essayer de réhabiliter les radicaux libres à travers une revue qui a été publiée par Nathan et Cunningham-Bussell, donc je pense que c'est celle-là, oui, c'est ici, c'est ça. Parce qu'en fait, les radicaux libres, on en a besoin. Hein, je vous l'ai dit 2 ou 3 fois au cours de ce cours de rappel, on a besoin des radicaux libres. Le terme ROS, hein, Reactive Oxygen Species, pour radicaux libres, inclut ici toutes les espèces oxygénées réactives, et en fait, ça participe à un très très grand nombre de phénomènes biologiques. Et il est parfois difficile de séparer ou de quantifier séparément ces espèces réactives. Parce que les ROS, ce ne sont pas les seules petites molécules réactives. Il faut compter avec les espèces azotées, NO, NO2, ou carbonées, CO, ou les sulfures, H2S ou HS-, qui ont parfois des effets assez proches et parfois distincts de ceux des ROS. Donc les ROS, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, sont générés par les NADPH oxydases, la NOx, au niveau mitochondrial, bien sûr, mais pas uniquement au niveau mitochondrial, il y a aussi des NOx au niveau de la membrane plasmique. Vous voyez ici, par exemple, une protéine NOx qui est capable de générer des radicaux libres. Et donc, vous avez des radicaux libres qui sont générés au niveau des membranes cellulaires, et à ce moment-là, vous avez ces ROS qui se libèrent dans toute la cellule, donc ça ne peut pas être forcément mauvais. Hein, Et donc, cette production est évidemment régulée à différents niveaux. Hein. Les enzymes transmembranaires, ici, par exemple, vous avez un récepteur, par exemple un récepteur l'EGF, c'est un facteur de croissance. Je signale, et cette signalisation va en même temps activer NOx, qui va créer des ROS, hein, qui va aller lui-même modifier par une boucle l'activité de mon récepteur. Et puis avoir des effets sur énormément d'éléments des chaînes de signalisation intracellulaires, jusqu'à aller finalement réguler l'expression génétique. Mais ça, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Ça fait partie en fait de la réponse physiologique de mon récepteur. Donc le problème, ce n'est pas bon ou mauvais, c'est la dose hein, qui compte, comme toujours. Donc, cette régulation de la quantité de ROS, c'est quelque chose de très important. Et elle se fait évidemment au niveau de la génération, mais aussi au niveau de leur dégradation. Hein. Donc, il y a plein de cibles de ces éléments libres, ces radicaux libres. Alors, il y a les cibles atomiques, bien entendu, après une liaison covalente hein, des oxygènes, souvent réversible, avec certains atomes au niveau des macromolécules. Par exemple, vous pouvez modifier une guanine au niveau du génome. Ce n'est pas forcément bon, mais ce n'est pas forcément mauvais non plus. Hein. Ce sont des modifications qui sont physiologiques, et du fait de leur diffusion de ces molécules qui diffusent très rapidement, elles peuvent toucher plusieurs voies physiologiques en même temps. Et toutes ces voies physiologiques, du coup, là, sont modifiées de façon synchrone. Une sorte de synchronisation de la réponse de la cellule à travers la diffusion de ces petites molécules. Hein. Donc, et donc la molécule et la cellule est sensible de ce fait à l'état métabolique général. C'est-à-dire que j'ai une synchronisation qui est liée, qui est une réponse globale à un état métabolique de la cellule. Vous verrez cette année que c'est quelque chose qui est relativement important. Une des cibles atomiques privilégiées des ROS, ce sont les cystéines, à travers les sulfures dans les cystéines, et les méthionines. Et ça, on les trouve dans les chaînes peptidiques. Donc, vous avez plein de peptides et de protéines qui sont ainsi modifiées de façon réversible ou irréversible. Évidemment, l'environnement de la cystéine est important, c'est-à-dire que si de chaque côté vous avez acide aminé acide, pardon, aspartate, glutamate,
eh bien, vous aurez plus d'oxydation. Donc, peu de travaux ont été consacrés à ces questions, mais parmi les protéines cibles connues des ROS, que je vous indiquais ici, il y a de nombreuses kinases, c'est-à-dire des protéines qui mettent des phosphates sur d'autres molécules, ou phosphatases, des protéines qui retirent les phosphates, de nombreux facteurs de transcription, de nombreux histones déacetylases, donc que je peux modifier la structure de mes histones par l'activité métabolique. Donc j'ai un lien, si vous voulez, entre l'activité métabolique, la formation des radicaux libres, et la structure de ma chromatine. C'est un peu à ça que je voulais en venir à travers mes hésitations. Toujours difficile de reprendre un cours de l'année dernière, en fait, c'est plus dur que de faire un cours nouveau, enfin, pour moi en tout cas. Pas que je m'ennuie, mais voilà. Donc, au-delà de ce ciblage d'atomes spécifiques, comme le soufre, par exemple, les ROS peuvent aussi toucher beaucoup de macromolécules, dont l'ADN. Donc, le ROS qui est produit par la mitochondrie, non seulement va modifier les histones, mais peut modifier directement l'ADN. Il y a beaucoup de mitochondries autour du noyau, ce qu'on appelle les mitochondries périnucléaires, qui vont faire plein de radicaux libres autour du noyau. Et donc ces radicaux libres vont entrer. Alors les lamines, vous avez vu, c'est des lamines qui sont capables de tamponner ça, mais il y en a quand même qui vont aller jusqu'à l'ADN, passer à travers les couches de lamines, aller jusqu'à l'ADN, et puis oxyder des résidus guanine au niveau de promoteurs très spécifiques, et en particulier des gènes qui sont régulés par ces promoteurs. Donc réguler l'expression de ces gènes, dont les promoteurs sont modifiés par les oxydations de leur guanine. Donc il y a un exemple qui est très très connu, qui est un exemple intéressant, c'est l'oxydation d'une guanine dans le promoteur d'une protéine qu'on appelle VEGF, c'est un facteur de croissance vasculaire. Et ça induit un bourgeonnement des vaisseaux, et donc une meilleure oxygénation du tissu. Donc vous voyez, vous avez le métabolisme élevé, vous avez une modification de votre génome, et cette modification du génome va entraîner une modification de la croissance des vaisseaux, donc, qui est une réponse en fait à une demande métabolique. Donc ce n'est pas uniquement quelque chose qui est négatif, donc c'est quelque chose qui est relativement régulé, qui est intéressant et qui fait partie de la physiologie. Donc là on voit que dans ce cas-là, l'oxydation s'inscrit dans une régulation physiologique qui rapporte une réponse à une situation d'anoxie en fait. Donc j'ai besoin d'énergie parce que j'ai énormément de métabolisme et du coup je vais faire plus de vaisseaux et donc je réponds à l'anoxie, c'est quelque chose de relativement rapide et donc pas du tout quelque chose de pathologique. Donc, mais la pathologie n'est jamais très loin, c'est-à-dire que vous en faites trop, évidemment. Dans la même idée, si vous voulez, si vous avez une cassure de l'ADN, parce que vous faites une oxydation de votre guanine et vous avez un système qui s'appelle le base excision repair, c'est-à-dire que vous avez des enzymes qui vont aller retirer la guanine qui a été oxydée pour réparer, et puis après il faut réparer, si vous retirez, il faut réparer. Et parfois ces réparations permettent le recrutement de ce qu'on appelle une topoisomérase, qui sont des protéines particulières qui font des clivages, qui imposent des torsions à l'ADN. Et en fait, en imposant des torsions à l'ADN dans ce processus de réparation, elles donnent accès à des facteurs de transcription qui viennent se mettre sur l'ADN et qui vont aller réguler l'expression génétique. Et bon, il y a des cas particuliers, particulièrement des réponses aux androgènes, aux estrogènes, qui sont liés à ces mécanismes d'oxydation et de recrutement des topoisomérases. Donc, c'était, si vous voulez, le résumé très rapide, et excusez-moi un tout petit peu, j'ai dû sauter d'un truc à l'autre, donc ce sera plus construit la semaine prochaine, mais donc on avait fini quand même l'année dernière sur une note un petit peu optimiste, finalement. Tout n'était pas noir. Donc on va voir ce que l'année 2014 nous réserve. Il y aura des bonnes et il y aura des mauvaises surprises. Voilà, je vous remercie.